Salut à tous! Comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer au remontage de la toiture. Et c'est pas des travaux qu'on voulait faire tout seul, donc on travaille avec un artisan, Alexandre, de Alexandre Rénovation, qui fera le plus gros et nous on va faire les manœuvres. De la rénovation accompagnée en somme. Ça nous permet d'apprendre tout en réduisant un peu les coûts. Puis il est super pédagogue et ouvert aux propositions, donc ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses et de faire avancer le projet dans le sens qu'on veut, tout en ayant un appui technique. Et ça c'est trop bien. C'est parti! Li. Et c'est parti pour le remontage de la charpente. Et pour commencer, on doit remplacer la panne fêtière comme prévu. On a monté quelques chevrons pour la caler, puis après on lui met un coup de tronçonneuse pour pas la descendre d'un seul morceau, et c'est parti. On voit que les cales qui la tenaient étaient vraiment solides et stables. Bon, on a bien fait de la changer. Et il reste quand même une petite longueur, et nous on n'est pas aussi à l'aise que lui sur la poutre, donc on attendait de la réceptionner en bas. On aide comme on peut, mais on n'est pas toujours très qualifié. Et on enlève le dernier bout. Et après, on finit de démonter les quelques chevrons qu'on n'avait pas réussi à enlever. Et on voit ici le trou laissé par l'ancienne panne fêtière. Elle était courbée, donc elle arrivait plus bas que le sommet du mur, et on voit là-haut qu'il y avait un bout de bois qui avait été rajouté pour compenser cette courbure. Donc on cure bien tout, on enlève les bouts de pisé qui tiennent pas, etc. On va voir qu'on enlève beaucoup de matière, mais bon, ça permet de resolidifier le mur avant de poser la nouvelle fêtière. On voit au fond qu'il reste des briques et des pierres. On va les laisser pour l'instant car on suppose qu'elles ressortent de l'autre côté sur la façade et qu'on n'a pas envie de refaire toute la façade tout de suite. On va donc consolider que cette partie là du mur dans un premier temps. Et voilà le trou complètement nettoyé. Et après on rebouche le trou avec de la terre stabilisée tassée. Bon, vous avez l'habitude, donc on vous met juste un extrait, mais si vous voulez plus de détails, on a déjà fait 2 vidéos à ce sujet. Et de l'autre côté, vu qu'il n'y avait pas de trou, parce que la panne fêtière n'allait pas jusqu'au bout, on en a creusé un pour accueillir la nouvelle panne fêtière. On va monter la panne du côté de la route, donc avant on démonte les chenaux proprement. On les réutilise, donc on fait attention à ne pas les casser en les démontant. En fait, on a Claude qui est le grand-père d'une amie qu'on connaît très bien, qui habite juste à côté, qui nous a prêté le tracteur pour qu'on puisse monter la poutre sur le toit. Et c'est parti! On a amené la poutre à la main le long du mur, et maintenant on va essayer de monter ça au tracteur. Enfin, Alexandre va essayer. Nous on regarde, et on reste loin. Une fois la poutre bien accrochée au godet, c'est parti. Faut faire attention au mur, aux câbles électriques, c'est pas simple, mais il gère assez bien. Et une fois la poutre là-haut, on la détache et puis après faut la tirer à la main. On connaît pas le poids exact mais elle était vraiment lourde. En plus de ça, Alexandre doit jouer aux équilibristes en montant dans le godet pour pouvoir la tirer sur la maison. Allez, c'est presque fini, elle est sur la maison, mais maintenant il reste encore à la monter jusqu'au faîtage. Et voilà, elle est au faîtage. On recoupe un peu le bout pour qu'elle soit à la bonne dimension, mais ça fait trop plaisir. Et pour ceux qui se posent la question, c'est une poutre en douglas massif qui vient de la Loire, donc bois local.
comme pour les autres poutres de charpente, nous allons mettre une planche dessous pour bien répartir la charge. Et vu que la poutre était un peu plus grosse, on a mis une plus grosse planche. Et après, comme d'habitude, terre et chaud autour pour bien stabiliser. Il restait quelques chevrons un peu coriaces à démonter avant de remettre les neufs, mais avec un peu de délicatesse et de douceur, on a réussi à les enlever. Et si vous vous souvenez, les assemblages de charpente étaient quelque peu originaux et instables. Donc Alexandre en retaille des neufs dans les chutes de poutres qui seront plus résistants, plus stables et plus esthétiques. Et le résultat est vraiment sympa. Concernant les arrases des murs existants, celles-ci étaient vraiment trop abîmées, donc on a dû toutes les reprendre au mortier de chaux. C'était long et c'est Lee qui l'a fait en grosse majorité et à la galerie. Mais maintenant, on a des têtes de murs qui s'effondrent pas, et ça, c'est plutôt pas mal. Lee et Alexandre ont bien avancé ces quelques jours, donc voici le résultat avec une première partie des chevrons posés. Et on profite que Alexandre soit là le vendredi et que je travaille pas l'après-midi, pour enlever l'autre poutre au-dessus de la verrière qui était vraiment toute pourrie. Et là on le voit, elle était vraiment très abîmée, donc on a bien fait de la changer. Par contre elle était ancrée dans le mur sur au moins 1 mètre, elle risquait pas de bouger. Et c'est parti, on va chercher la bête et on la monte avec nos petits bras. Enfin nos petits bras et les gros bras d'Alexandre. Alexandre avait mesuré l'angle et découpé la poutre pour qu'elle s'encastre pile poil avec l'autre sous-levant qu'on conserve. Et voilà, elle est un peu plus haute que la verrière, mais parce que l'ancienne poutre avait fléchi. En tout cas, le résultat est tip top ici aussi. Et ensuite, retour aux arases. Et notre pulvé est tombé en rade, donc on mouille le mur d'une autre façon. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Donc, tous les chevrons sont dressés sur la première partie de la maison, qui est la partie en pisé. Toutes les arases sont faites, comme vous pouvez voir. Et sur la deuxième partie, qui est l'extension en pierre, les chevrons ont tous été dressés de ce côté-ci, donc côté courette, et toutes les arases sont faites. Par contre, on n'a pas tout à fait terminé ici, côté impasse à l'ouest, donc on a dressé les deux premiers et on a fait les premières arases. Sur cette partie de la maison, les murs avaient été montés avec un mortier à base de terre, du coup ils tenaient pas du tout. Il a fallu vraiment bien reprendre les arases pour que tout tienne en place et qu'on se prenne pas des pierres sur la tronche. Mais il faut qu'on finisse demain, et donc normalement demain on finit de dresser ici. Et ensuite on envoie sur la laine de bois qui est en tas un peu partout pour que la maison soit hors d'eau pour le week-end parce que normalement il pleut. Et quand les deux chevrons de chaque côté sont mis, on découpe celui qui dépasse pour que le fêtage soit bien net. Et on peut enchaîner avec le Steico, donc c'est de la laine de bois rigide qu'on vient placer sur les chevrons qui permet à la fois de casser les ponts thermiques et qui fait également office de pare-pluie. Il y a des grosses rainures et languettes, donc ça s'encastre un peu comme un parquet. On vient de rentrer tout l'isolant pour les doublages en 60, le plus fin, celui qui va entre les ossatures bois et voilà la finition. Et en toiture, on vient de mettre la plupart des stécos sur cette face-là. Et en fait, c'est un peu rageant parce que pour faire ça, il faut une demi-heure. Et là, en 1 heure, on aurait fini quasi. Et du coup, même l'autre versant, en 2 heures, c'était fait. On était un peu stressé parce que le week-end, ils annonçaient des grosses pluies et on voulait que la partie en pisé soit hors d'eau avant le déluge. Et ça a été un peu plus compliqué à poser le Steico, notamment de l'autre côté. Mais finalement, Alexandre est venu le samedi matin pour nous aider à finir de tout mettre hors d'eau avant le week-end. Donc ça va, il n'y a pas eu trop d'eau sur les murs en pisé.
On est mardi midi et du coup on vient de terminer de ramener toutes les poutres sur la 3e trame. Étant donné que finalement il a fallu les changer. Pour l'anecdote, on en avait prévu d'en changer qu'une ici, car on pensait que les poutres étaient assez solides, mais au final, après avoir enlevé les chevrons, Alexandre s'est appuyé dessus et s'est rendu compte qu'elles étaient vraiment souples, qu'on suppose que c'est les chevrons qui raidissaient les poutres finalement. Donc on a préféré tout changer. Donc celle-ci, c'est une des grosses du fêtage qu'on a redescendu parce que cette section était pas trop mauvaise pour remplacer une poutre qui était clairement sous-dimensionnée. Ça, c'est une des nouvelles qu'a amené Alexandre. Celle-là, c'était celle qui était prévue en bas de pente. Voilà, top. Et voilà leur petite copine aussi. Et on en a remis une en tout bas de pente pour reprendre les efforts parce que le mur est un peu léger, étant donné qu'il est construit en parpaing de mâchoire de 10 cm plein, qui normalement sont pas censés être porteurs. Voilà, donc on a terminé ça. On a fait la rase ici pour une bonne partie, il faut terminer, on n'a plus de patouille. Il faut aller chercher du sable. Et ici on a fait également une bonne partie de la rase, propre à chaud. Et c'est reparti pour le Steico dans la 2e pièce. Puis la 3e. Pour les plus attentifs, vous aurez remarqué sur ce pignon que le débord de toit est plus grand que initialement. En fait, quand on a remplacé les pannes de la 3e partie, les poutres qu'avait amené Alexandre étaient plus grandes que la pièce. Donc on a posé la fêtière pour regarder où il fallait la couper. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas mal avec ce grand débord. Et vu que les autres poutres, on n'avait pas besoin de les recouper et qu'elles faisaient la bonne taille aussi, on en a profité pour avoir un débord plus grand. Ça nous fait donc un débord de 80 cm. Donc on pourra stocker des choses sous le toit, sur ce pignon et à l'abri. Puis ça allonge un peu le bâtiment et le toit, donc en termes de proportion, ça fonctionne assez bien. Pour les chevrons, c'est tout du sapin français. On a essayé de faire attention ici aussi à avoir du bois local ou français à minima. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi il n'y a pas du Steico partout, c'est assez simple, c'est que quand on a pris le métré, on a fait une petite boulette, c'est-à-dire qu'on a oublié de prendre en compte les débords de toit. Bon, c'est pas grave, il suffit de mettre un chevron de compensation de l'épaisseur du Steico sur les débords de toit. Au final, on a largement assez de Steico pour couvrir toute la maison, et c'est juste les débords de toit qui sont pas faits avec du Steico, mais c'est pas très grave. Mais bon, si jamais vous avez des métrés à faire, n'oubliez pas les débords de toit. L'ensemble des Steico sont mis, il reste juste le fêtage. Ça fait un effet de bande lumineuse assez intéressante, on aurait presque envie de le laisser comme ça. Il y a plein de choses qui sont sympas en travaux, mais d'un point de vue technique et faisabilité, c'est toujours plus compliqué. Donc on prend des belles images avant de reboucher, ça nous permet de garder un souvenir. Pendant que Lee et Alexandre terminent le fêtage, j'attaque le littelage avec ma mère, car on est vendredi. Même si le Steico fait office de pare-pluie normalement, nous on fait le choix d'en remettre un dessus, par plus de sécurité. Et pour ça il y a deux écoles, soit on met le pare-pluie sous le littelage et le contre-littelage, soit on met le pare-pluie entre le contre-littelage et le littelage. C'est ce que préfère Alexandre, donc c'est pour ça qu'on pose les premiers lithos avant le pare-pluie. Ça permet que le pare-pluie et le Steico soient ventilés, et les lithos dans le sens de la pente permettent de faire des espèces de gouttières avec le pare-pluie si jamais l'eau passe sous les tuiles. Et les lithos sont vissés directement dans les chevrons en traversant le Steico, donc il faut prendre des grandes vis. Ici on a utilisé des vis de 18 cm, des lithos de 3, du Steico de 10, et après il reste 5 pour se fixer dans les chevrons. Et voilà, en une après-midi, on a fini le littelage d'un côté,
Et après, on rattaque de l'autre côté. Pour ceux qui se demandent, on peut marcher sur le Steico parce que là il fait 10 cm. Après c'est mieux de marcher au niveau des chevrons. Donc pour se repérer, on met les pieds là où il y a les vis. Et une fois les litos mis, le mieux c'est de marcher dessus. Attention au piège par contre, il faut surtout pas marcher sur un lito pas vissé, sinon on finit en bas du toit. Et on a donc fini le litelage ce week-end. Donc lundi, Alexandre et Lee vont pouvoir attaquer le pare-pluie. Comme on vous l'a dit, le Steico fait office normalement de pare-pluie, mais nous on préfère remettre une membrane par-dessus pour plus de sécurité. Donc le pare-pluie c'est juste une membrane qui se déroule sur le contre-litelage et qui va être maintenue par les litos. C'est une membrane qui se déroule par bande en partant du bas et on remonte le long du toit, avec toujours un recouvrement pour que l'eau puisse pas remonter sous le pare-pluie du dessous. Et après on fixe les litos horizontaux selon le bureau de la tuile, donc l'écartement entre les litos qui est recommandé par la tuile. Le litelage c'est une étape qui est assez longue mais qui est assez importante, et si elle est bien faite elle permet derrière d'enchaîner la pose des tuiles facilement. On voit parfois qu'il y a des litos perpendiculaires qui sont mis, ils sont pas fixés, ils sont juste là pour éviter que la membrane s'envole parce qu'il y avait un peu de vent quand ils ont posé cette face là. Les litos ils sont cloués, alors Alexandre il le fait au marteau, sauf que lui il lui faut un coup pour enfoncer le clou, nous il en faut 3 ou 4, donc c'est vraiment long. Lee elle avait déjà fait ça avec un cloueur et c'est vrai que ça vaut peut-être le coup d'en acheter ou louer un quand on en fait souvent. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il reste encore pas mal de choses à faire sur la toiture et la vidéo est déjà bien assez longue. Vous retrouverez donc la suite dans la prochaine vidéo avec notamment la pose des tuiles, des bandeaux, des rifs, du fêtage et du conduit de poêle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt!